Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, j'ai l'occasion d'interviewer Thibaut. Thibaut, c'est un ancien polytechnicien, donc il est passé par l'IX à Paris et il nous raconte son parcours, ses années de prépa, comment il a fait pour intégrer cette grande école française. Et à la fin de l'interview, on a aussi l'occasion de parler d'une manière un peu plus globale du système d'éducation. En tout cas pour moi, bien sûr, ça c'est mon avis, c'est la partie la plus intéressante, mais à ton niveau, si tu es en prépa ou si tu es en train de réviser pour ton bac, peu importe, je pense que ça peut beaucoup t'apporter de rentrer un petit peu dans la tête d'une personne qui est déjà passée par tout ça. Donc il va te parler de ses méthodes de travail, ce qui a vraiment marché, ce qui n'a pas marché. Allez, je te laisse voir ça. Salut Thibaut. Salut Philippe. Bienvenue à toi. Et Merci. première question très simple, c'est si tu nous racontais un petit peu ton parcours de manière générale, et que tu commences, on va dire ton parcours à partir du début de lycée, un truc comme ça. Ouais. Ok. Ok. Bon, tu hésites pas à intervenir ou à m'interrompre si tu veux creuser certains trucs. Ça marche. Donc moi, j'ai grandi à Paris, plutôt dans le centre de Paris. Et en gros, moi, j'ai commencé mon lycée au lycée Louis-le-Grand, Ok. qui est un des lycées parisiens qui est assez connu notamment après pour ses prépas Ouais. plutôt côté scientifique. Il y a plus de classes, même s'il y a aussi prépa commerce et prépa littéraire. Ok. Mais moi, à l'époque, quand j'étais au collège, je connaissais rien de tout ça. J'étais juste dans le collège de quartier et je m'étais dit, tiens, j'ai envie de changer au lycée, j'avais envie de changer d'ambiance, on va dire. Ok. Et donc, j'avais un peu demandé à mes potes, regardé autour, j'avais entendu parler de ce lycée, je me suis dit, oh, ça a l'air cool. Ok. Et donc, j'ai commencé, donc je suis arrivé en seconde au lycée Louis-le-Grand, j'étais en seconde générale. Ouais. Alors, c'est il y a quelques années. Ah, justement, t'inquiète pas, on Ne t'explique. pas me revenir tout de suite. Moi, j'avais fait ce choix. Alors, c'était marrant, ça. C'était j'étais en allemand première langue pendant tout mon collège et j'aimais pas du tout l'allemand et j'aimais pas la prof. Je trouvais ça chiant. Et du coup, un peu sans rien dire à personne, quand je me suis inscrit au lycée, j'ai mis anglais première langue. Ah, ok. Et puis voilà, personne m'a rien demandé, donc c'est passé. Et puis en mettant anglais première langue, j'ai vu qu'il y avait aussi une section européenne. En gros, c'était une classe où on avait des cours d'anglais, un peu plus de cours d'anglais, et notamment une partie de nos cours d'histoire-géographie en anglais. Ouais. Et je me suis dit, putain, ça a l'air cool, moi j'ai envie de parler anglais, et du coup, je me suis inscrit dans cette classe-là. Il y avait un petit test à l'entrée, finalement j'ai été pris. Ok. Et donc, je suis rentré dans cette classe, en seconde. Et puis j'ai fait donc tout mon lycée à Louis-le-Grand, donc c'était 3 ans la même classe, donc on avait vraiment, j'ai gardé les mêmes potes, donc c'était une classe très soudée. Ok. Pour tous, la plupart on est resté donc en première S et en terminale S. Ok. Donc plutôt maths physique. Ok. Et une petite question par rapport à quand tu as dit je suis allé à Louis-le-Grand, c'est quoi? C'est le challenge ou c'est ce que tu avais entendu parler de ce lycée comme un excellent lycée que tu étais peut-être à l'aise, je suppose, en cours, en troisième, et que tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'aller plus loin, ou est-ce que tu avais déjà une idée de, je veux faire une prépa, je veux peut-être intégrer une grande école? Non, en gros, il y avait plusieurs éléments dans cette décision. La première, la plus présente à mon esprit à l'époque, c'est que j'avais envie de changer en fait. J'en avais marre de voir tout le temps les mêmes têtes, les mêmes profs, les mêmes murs. Donc j'avais juste envie d'autre chose. Deux, le challenge. Je me suis dit, waouh, ça a l'air cool en fait. En effet, je m'en sortais bien dans ma classe, Ouais. plutôt dans les matières scientifiques. Ouais. Et donc je me disais, ouais, on va voir en fait si je vais dans un endroit où c'est réputé que c'est plus dur, qu'est-ce que ça donne. Mais j'avais aucune idée. Après, si tu veux, j'avais pas un plan une ambition, un plan de carrière. J'avais compris que si j'avais des bonnes notes à l'école, mes parents me laissaient faire ce que je voulais et ça m'allait comme ça. Ok. Donc toi, tu visais vraiment, les excellentes notes ou tu visais juste à ce qu'on te laisse tranquille, tu vois, genre un petit, je sais pas, 13, 14, peut-être un truc comme ça? Ou est-ce que tu étais plutôt en mode, je vais viser le 18? En gros, il y avait un peu deux catégories de matières. Ah ouais. Des matières où je ne comprenais pas trop comment ça marchait. Pour moi, c'était le français, un peu l'allemand, j'en ai parlé. J'ai jamais vraiment compris ce qu'on me demandait, donc je visais les notes où on me laissait tranquille. Ah.
En gros, entre 10 et 14, si j'y arrivais, c'était bien. Ouais. Après, il y avait des matières que j'aimais bien. Donc, c'était plus la physique, les maths, Ouais. où là, je voyais que j'y arrivais. Et du coup, Ouais. à la fois le défi perso de me dire, OK, jusqu'où je peux aller. Puis, c'est un peu de voir est-ce que j'arrive à battre mes potes. Je Ouais. voyais que mes parents étaient super contents si j'avais des super notes là-dedans, surtout mon père. Donc, Ok. là, j'avoue que je prenais un peu le défi de, OK, jusqu'où ça peut monter. Ok, top. Donc du coup, tu es dans ta classe, bonne ambiance, je pense, sur les 3 ans, le même groupe et tout. Et ça, justement, alors ça, c'est une question que, en fait, après coup, moi-même, je l'ai remarqué sur mon parcours, et je voulais justement te la poser, c'est à quel moment, toi, tu t'es dit, tiens, je cherche à viser Polytechnique, par exemple. À quel moment tu t'es dit ça? Est-ce que c'est déjà au lycée, ou est-ce que c'est seulement dans la prépa que ça a commencé? Déjà, il faut être au courant que ça existe avant de se dire je vise, il faut savoir Ouais. que ça existe. Et je me souviens, j'étais arrivé en seconde au lycée et le proviseur avait fait un discours d'accueil de tous les nouveaux élèves. Ouais. Et là, j'avais halluciné en fait. Il nous avait fait un discours, il nous parlait de la prépa, des grandes écoles. J'étais là, mais c'est quoi ce truc en fait? Ouais. Et du coup, on en a parlé un peu avec les potes et je me suis aperçu que j'avais des potes qui étaient vachement au courant Mhm. et qui étaient là pour ça en fait. Ouais. Qui étaient là parce qu'ils se préparaient et leur ambition c'était de faire derrière une prépa, de faire ensuite une grande école et voire même ils avaient des ambitions qui étaient encore clarifiées sur plus loin. Ouais. Et moi j'ai un peu vu le truc et je me suis dit bon, je suis là, c'est une option, pourquoi pas, j'y réfléchirai, je verrai bien quand ça arrive. Mhm. Et en fait, petit à petit, c'est vrai que le lycée, le lycée Louis-le-Grand là-bas est vraiment assez organisé autour de ça, en tout cas autour d'une quête d'excellence académique Ouais. assez forte. Donc, on parle beaucoup des prépas. Mhm. On parle aussi, mais tu vois, de médecine, voilà, de gens en tout cas qui envisagent de continuer bien au-delà du lycée des études et pas mal de se préparer à des concours, que ce soit des Ouais. concours d'entrée par la prépa ou d'autres concours. Ouais. Donc moi, si tu veux, ça s'est fait progressivement où je voyais à la fois nos profs et mes potes en fait qui se posaient ces questions, qui réfléchissaient. Et moi, après, c'est plus en voyant mes notes et ce que j'aimais bien faire, je me suis dit, bah, en fait, prépa scientifique, Ouais. ça correspond bien. Et c'était un peu la suite logique, si tu veux, sans avoir une vocation spéciale. Ouais. Et après, c'est quand je suis arrivé en prépa, Mhm. là, j'ai découvert qu'il y avait une espèce de classement officiel Ok. avec bon, selon si tu demandes aux profs de maths et aux profs de physique, il y a peut-être une ou deux écoles qui changent, mais globalement, les profs avaient un peu leurs objectifs en tête pour leurs élèves Mhm. et de se dire bah, si on peut mettre le plus d'élèves possible à l'école normale supérieure de la rue de Julme, à l'X, à Centrale Paris, enfin au Mythe de Paris, tous ces noms-là, Ouais. c'était un peu sous-entendu qu'une fois que tu étais venu dans la prépa, c'est que tu voulais aller là-bas dans cet ordre. Ouais. Ok. Et je me suis dit, bon, bah, on verra ce que j'ai avant de se poser les questions. Ouais. Mais voilà, bon, après, je te montrerai un peu plus comment Ok. tout ça s'est passé. Mais ouais. Donc, est-ce que. Alors, Maintenant, si on devait essayer de donner un peu des proportions à tout ça. Donc là, d'après ce que tu me dis, clairement, toi, tu t'es retrouvé dans l'usine on va dire, pour démonter des concours. Tu t'es retrouvé dans un lycée qui forme les gens à démonter des concours, peu importe que ce soit scientifique ou pas. Donc toi, tu te retrouves là. Forcément, tout ton entourage, et tu sais, il y a aussi, je pense aussi un peu cette idée où, au bout d'un moment, ça devient un idéal d'atteindre cette chose. Tout le monde en parle, voilà. Donc, au bout d'un moment, on s'y prend dans le jeu. On voit qu'on a les capacités, donc on finit par y aller. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est dans la proportion des gens qui intègrent ces écoles. En termes de pourcentage, tu as l'impression que combien de pourcents sont au courant vraiment du système, comme il fonctionne à partir de je veux dire, c'est quand même incroyable hein, que des gens en seconde, ils soient déjà là en mode moi je sais ce que je vais faire dans 3, 4, 5, 6 ans quoi, dans l'idée. Alors que bon, toi c'est un peu exceptionnel, je pense, tu débarques comme là, et je pense que c'est le cas d'une grosse majorité en France. Mais tu as l'impression que combien de personnes intègrent ces grandes écoles sans être au courant de la chose en fait? Alors le pourcentage, je le connais pas, ouais, bien sûr. mais ce qui Ouais. est sûr, c'est que
il y a beaucoup de gens qui connaissent en fait comment fonctionne le système. Ouais. Parce que, par exemple, dans leur famille ou leurs parents, Bien sûr. etc., il y a déjà ces histoires, en fait. Et du coup, dès que... soit c'est déjà une option que les parents présentent à l'enfant, Ouais. ou c'est même un désir qui est un peu projeté sur l'enfant Bien sans sûr. forcément que lui ait envie d'y aller. Euh, Soit c'est juste, il y a des parcours comme ça dans la famille, donc les gens savent que ça existe. Ouais. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ouais. Maintenant, il y a aussi plein de gens qui débarquent. Moi, je pense que je suis pas. J'étais quand même, si tu veux, j'ai quand même grandi à Paris. Mon père avait fait une thèse en physique. Enfin, tu vois, je débarque pas de nulle part Ouais. non plus. T'as l'impression que on peut se réveiller comme ça d'un coup, début terminal, et se dire tiens, je vise maintenant Polytechnique par exemple. Et quand je dis Polytechnique, je suppose que derrière, il faut passer par les grands lycées parce que c'est eux, si j'ai bien compris, qui vont te préparer à ça en fait. Si tu joues la statistique, Ouais. c'est-à-dire si je suis dans telle classe, est-ce que j'ai plus de chances d'y arriver? Bah, tu as intérêt à t'y prendre le plus tôt possible. Ouais. Mais ça veut dire, bah, est-ce que tu habites, est-ce que dès que tu es au collège, en fait, est-ce que tu es dans un collège où tu vas pouvoir demander un lycée? Ouais. Donc, il faut que tu sois peut-être dans une grande ville ou proche d'une grande ville, où tu as un lycée qui a des classes prépa qui ont l'expérience de former des élèves à intégrer ce type d'école. Ouais. Donc, plus tu réfléchis comme ça, bah, plus tu joues les statistiques, on va dire. Après, toutes ces prépas recrutent sur toute la France. Donc, si tu as un dossier, si tu veux, qui donne envie, les portes sont pas fermées. Ouais. Maintenant, il y a un côté où c'est comme sur le marché du travail derrière, en fait. Si quelqu'un voit un élève au collège qui a des super bonnes notes dans un lycée qu'il connaît, qui a une bonne réputation, etc., bah, ils vont plus facilement lire le dossier et plus facilement se dire, OK, ça va être un élève qui va tirer la classe vers le haut, donc on le prend dans notre prépa. Ouais. Donc, en gros, je dirais pas il faut, Ouais. mais plus ce désir, il émerge clairement de ta part tôt, Ouais. plus tu peux t'organiser pour te retrouver là où ça te correspond. Ouais. Après, là où ça te correspond, c'est pas forcément dans le gros lycée parisien. Il y a différents lycées qui sont pas tous à Paris d'ailleurs, et pas tous publics, qui préparent très bien à ces concours. Ouais. Donc c'est aussi, en fait, dès que tu commences à t'intéresser, d'essayer de comprendre, en fait, c'est quoi ce qui te correspond, où est-ce que tu as envie d'étudier, est-ce que tu as plutôt envie d'être dans une classe où on regroupe énormément de gens qui vont vouloir viser les toutes premières écoles de ce concours. Et donc, en fait, tu te mets la pression, tu te mets une forte pression dès le début, dans le sens où tu es avec les gens qui se préparent à ce top du classement Ouais. dès le début. Ou est-ce que tu vas aller dans une prépa qui est moins orientée spécifiquement sur les écoles les plus demandées, Ouais. mais où tu te dis c'est ça l'environnement qui va me correspondre, et là-dedans, du coup je me sens à l'aise et que je performe à fond, en fait, je vais pouvoir faire partie des quelques-uns qui intègrent à partir de ce lycée-là. Ouais. Y a plein de stratégies différentes Ouais. après, en fonction de ta personnalité, de où tu habites, voilà. Ce qu'on nous dit et ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que constamment on a une espèce d'égalité au niveau de l'éducation. Alors, les premiers détails commencent à venir que quand là, notamment, on est en confinement. Je pense que les inégalités elles commencent à se creuser de plus en plus quand il y a des parents d'un côté qui peuvent aider les enfants à faire leurs devoirs ou bien à substituer un prof parce que le prof n'arrive pas à tout gérer. Et de l'autre côté, c'est la galère. Mais est-ce que tu as l'impression que… Alors d'une part, on a vraiment, en tant qu'étudiant, on a l'impression qu'on maîtrise notre cheminement parce qu'on est là, je vais faire une seconde générale, on a l'impression que c'est la première grosse décision qu'on prend. Après, je vais aller faire un bac S ou un ES. Maintenant, il y a des options qui vont venir, mais peu importe, au final, c'est juste une autre manière de le voir. Et alors qu'en arrière-plan, il y a des choses qui se jouent, qui sont beaucoup plus… pas cachées au sens complotiste, tu vois, mais vraiment, elles sont quand même cachées, quoi. Et est-ce que, je sais pas, tu as l'impression que c'est compatible, tout ça? C'est quand même un peu bizarre, tu trouves pas, ce système où, d'un côté, on a l'impression qu'on est maître. On est vraiment maître, on est là, ok, moi je sais où je vais, alors que de l'autre côté, on est là, attends, là si tu fais ça, d'un point de vue statistique en tout cas, tu es en train de te mettre dans une position hautement défavorable. Le système, il n'est pas parfait, c'est très clair. Il pose au départ cette intention d'égalité d'opportunités pour tous.
Maintenant, clairement, si tu connais les codes et si tu Ouais. sais comment ils fonctionnent par rapport à un objectif précis, Ouais. eh ben, tu as un avantage pour le naviguer. Et en fait, au départ, là où c'est un petit peu pernicieux sur l'éducation, c'est que c'est pas un enfant qui est même pas encore né Ouais, qui ouais. décide où il va habiter Ouais. pour savoir, tu vois, dans quelle C'est école il dingue. va être, quoi. C'est dingue, ça. Donc, Ouais. c'est aussi quelque chose qui dépend vachement de tes parents, en fait. À Ouais. quel point est-ce que eux ont cette lecture comment dire, te préparent ou te poussent Ouais, voilà. dans ce schéma de fonctionnement, tu Ouais. vois. Ok. Donc, il y a clairement, bah, si tu te réveilles genre à la terminale après avoir tu t'es pas trop intéressé dans tes études et tout, puis à la fin tu te dis merde, en fait j'étais bon en maths même si j'ai rien glandé, Ouais. j'aimerais bien Ouais. faire ce genre de truc, classe prépa, etc. Ouais. Bah, tu pars d'une position qui va être beaucoup plus Ouais. difficile que si tu t'étais mis ça en tête et que tu avais tu vois, été Mm. dans le collège qui va bien pour aller dans le lycée qui va bien, etc. Ça, quoi. c'est dingue. Donc, moi, ça, c'est dingue parce que moi, j'ai découvert. Alors, pour te dire, hein, juste par rapport à moi, moi, j'étais. Bon, Polytechnique, c'est un mot qu'on entend partout. Donc, ça, j'avais entendu ce mot. Mais j'ai découvert les écoles mines, centrales, qui sont des très hautes écoles en France. J'ai découvert ça très, très récemment. Parce que moi j'ai fait Polytechnique à l'EPF, donc l'EPFL à Lausanne. Et je sais qu'à l'époque, moi, c'était vraiment au premier trimestre de ma terminale que j'étais là, bon, c'est vrai que maintenant, il faut faire des choix. D'un coup, tu dois remplir des écoles et je ne savais pas quoi mettre. Et là, j'ai un pote, il m'a dit, ah tiens, il y a cette école en Suisse, je suis allé la visiter. J'étais juste là, oh, mais elle est magnifique. Tu vois, les infrastructures là-bas, elles sont top et tout. Bref, après, j'ai bien sûr tout ce qui est classement et tout. Mais pour dire la vérité, en fait, c'est juste que j'étais juste au courant de rien du tout. Et quand on m'a commencé à m'expliquer les types de prépa, que si tu vas dans cette prépa, tu peux même pas. C'est hyper compliqué, disons, ne serait-ce que de viser dans les 10 meilleures écoles de France, parce que tu n'as pas un dossier. Et après, le dossier, en tout cas dans mon cas, c'est pas seulement les notes, mais c'est aussi le bavardage. Tu vois. Moi, je parlais tout le temps, hein, tu vois, parce que ouais, voilà, il faut bien s'occuper. Tu vois. Et du coup, tu es là, tu dis, mais attends. Juste parce que j'ai peut-être bavardé ma première, parce que j'avais que des encouragements, parce que moi je bavardais à chaque fois, donc ils m'encourageaient à parler plus a priori. Et non mais à un moment ça m'a vraiment frappé, je me suis dit mais waouh en fait, là je me sens piégé. Après j'ai très vite pensé à autre chose parce que j'ai trouvé cette alternative qui était top. En plus on habitait à la frontière de la Suisse, donc c'est nickel. Mais ouais, donc c'est intéressant parce qu'après le coup, j'ai eu des discussions là comme on a maintenant. Et c'est vrai que c'est assez incroyable quand tu dis, wow, en fait, tout ça, ça se joue déjà bien avant, quoi. En fait, ouais, en tout cas, ça peut se préparer bien avant. Ouais. Et il y en a beaucoup qui font, donc du coup, quand tu débarques au dernier moment, soit c'est déjà trop compliqué pour là, toi, c'était trop tard. et après, il y en a qui le font aussi. Ouais, hein. bien sûr, Donc, bien sûr. tu vois, j'encourage tout le monde à vraiment regarder le truc et pas laisser tomber parce que ça a l'air compliqué, mais c'est vrai que ça peut être assez pernicieux quand tu vois, tu as des familles qui s'organisent un petit peu de génération en génération, tout le monde passe par ces écoles et donc ils savent très bien comment faire. Et après, ça pose une autre question de ce qu'ils ont vraiment envie d'y aller, mais ouais. Ok, alors donc maintenant, toi, tu as ton bac. Félicitations, tu as eu au moins un 10 sur 20, nickel. Donc tu rentres en prépa. Et maintenant, alors déjà, vu que tu étais tellement dans ce mindset, est-ce que tu as vraiment senti une transition? Bon, alors je pense que oui, tu vois. Mais entre la terminale et la première année en prépa, est-ce qu'il y a eu un choc violent ou est-ce que tu étais déjà bien préparé et puis c'était juste un peu la continuité plus difficile? Alors, il y a eu une grosse transition. Okay. Après, j'étais préparé. Le premier truc auquel j'étais préparé, c'est que moi, pendant tout mon lycée, en particulier quand on arrivait en terminale, qu'on discutait des choix d'orientation, ils nous disaient en fait, voilà, ceux qui veulent aller en prépa, ça vous le verrez en prépa, la prépa ça va être comme ci, la prépa ça va être comme ça. Donc je suis arrivé en m'attendant à ce qu'il y ait vraiment une marche en fait, en termes de rythme, en termes de niveau d'exigence. Et en fait, rien que le fait d'être préparé à ça, psychologiquement, ça fait que ça passe beaucoup plus facilement en fait. Je n'étais pas surpris en fait. Après. Mais du coup, est-ce que tu avais des personnes autour de toi
Alors, est-ce que tu as toujours gardé ton même groupe ou est-ce qu'en prépa, tu voyais un peu des personnes externes et tu voyais le choc chez eux, en fait, à quel point ça les atteignait fortement, peut-être? Bah ouais. En gros, oui, j'ai vu beaucoup de gens. Enfin, même moi, en fait, il y a eu des moments, on va dire, de défi, quoi, où tu te dis, waouh, ok. Mais si tu veux, l'idée, c'est un peu. Alors, avec le lycée où moi j'étais, cette dynamique avait déjà été un peu là au niveau du lycée, mais là, tu prends en gros tous les premiers de la classe en maths et tu les mets ensemble. Ouais. Et du coup, bah, tu as forcément un mec qui était premier de la classe en maths qui se retrouve dernier de la classe en maths, quoi. Ouais. Et ça fait mal en fait. Même si tu te dis que c'est plus dur ce que tu fais, que tu es avec plein de gens qui sont super forts, ça fait mal. Ouais. Le deuxième truc aussi, c'est le système de notation. Enfin, moi, je me souviens, les premiers devoirs de maths, tu sais, tu es habitué à être plutôt dans les notes entre 15 et 20, dans tes matières fortes. Ouais. Et là, d'un coup, moi, en maths, j'étais assez fort. Je me souviens plus de ma note exacte, mais je crois que j'ai dû avoir 5 ou 6 à mon premier devoir de maths. Sachant que le prof a dit, bon voilà, les points allaient jusqu'à 32, mais comme personne n'a dépassé 20, j'ai laissé sur 32. Et en fait, tu avais plein de gens en négatif. Et tu te dis, ok. Négatif. Comment je. Oh. Bon, alors après, tu vois, je sais pas dans quelle mesure c'est consciemment orchestré, mais t'arrives un peu, tu te prends ça alors que t'as bossé sur ce truc comme jamais t'as bossé de ta vie, tu vois, sur ce cours. Ouais. Tu te dis, bon, ok, va falloir changer de rythme. Donc, j'ai vécu ça et. Mais justement, alors, quand tu es là, parce que ça, je pense que c'est le constat de beaucoup de personnes, quel que soit leur niveau au final, quand tu as tout donné, ok, tu t'en prends une dans la gueule, genre négatif, disons. Parce que toi, tu as eu 5, au final, tu t'en sors grave bien si tu as des négatifs carrément. Et que tu te prends maintenant un -3 sur 32. Et que tu dis, bon, va falloir changer. Ou enfin, va falloir bosser plus. Mais comment on peut bosser plus au final, si on a déjà tout donné? Genre, comment ça s'est. Est-ce que tu as senti des moments où tu avais l'impression que tu étais à ta limite et en changeant, comment tu peux changer en fait quand tu es à tes limites? Est-ce que tu arrives un peu à peut-être te replonger pendant ces moments où tu dis, mais j'ai tout donné là, qu'est-ce que je peux faire en plus? Est-ce que tu as eu un peu ces moments de. Vraiment, tu t'es dit, mais c'est pas possible, je peux pas faire plus. Bah, ouais, en fait, si tu veux, la façon dont ça s'est passé pour moi, d'abord, c'est un peu la douche froide. Tu sais, tu vois cette note à laquelle t'es vraiment pas habitué. Il y a un peu un décalage, genre tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que d'un coup, je vaux plus rien? Est-ce que je suis à ma place, etc. Ouais. Pour moi, le fait, si tu veux, de voir, alors j'ai eu de la chance de pas me retrouver le dernier de ma classe de prépa. Ok. Même si, si tu veux, la note affichée était basse, je me retrouvais quand même même dès le début, j'étais, on va dire, dans plutôt la moitié, la première moitié de la classe. Ah, c'est cool. Donc il y a un côté où tu te dis, ok, j'ai des notes qui ont l'air pourries, clairement c'est beaucoup plus dur qu'avant, mais quelque part ça doit pas vouloir dire que je suis complètement nul, c'est juste que faut que je trouve la façon de remonter cette note. Ouais. Mais il y a un espèce de décalage entre cette note me juge et cette note me montre en fait tout le chemin que je vais devoir parcourir dans l'année. Okay. Une fois que j'ai eu cette prise de conscience là, après, en gros en prépa, si tu veux, j'avais pas trop le temps de réfléchir quoi. Ouais. Parce que t'as ta note, tu te dis merde, ok j'ai merdé, t'essayes de comprendre, ok c'est quoi les trucs où t'as perdu des points, donc je regarde les remarques du prof, les trucs que j'ai pas trop compris, mais tu sors de ce truc où on t'a rendu ta feuille et tu te dis bon bah ok de toute façon maintenant ce chapitre il est passé, la question c'est le chapitre d'après. Et tu t'essayes de voir, ok, donc tu vois, il y avait beaucoup de choses sur, j'avais pas expliqué assez clairement, il y avait des manques de rigueur dans mes raisonnements, etc. Et c'est des choses qui sont, c'est pas que j'en fais plus ou que j'en fais moins, en fait, c'est que je faisais pas attention à ces aspects-là avant. Ouais. Et je m'aperçois que maintenant, il faut que je rédige, tu vois, tous mes trucs hyper rigoureusement, que je fasse, peut-être j'avais essayé de répondre à trop de questions vite fait, du coup j'en fais moins, mais plus complètes. Et petit à petit, en fait, moi alors je sais pas si j'avais vraiment ce recul quand j'y étais, mais quand je regarde ce qui s'est passé, si tu veux, c'est vraiment, c'est pas une question de est-ce que je deviens plus fort en maths, mais c'est à quelle vitesse j'arrive à comprendre les attentes du prof, en fait. Et c'est ça le jeu, quoi. C'est comprendre qu'est-ce que le prof me demande et comment je peux y arriver le plus efficacement possible. C'est ultra intéressant là ce que tu dis. C'est ultra intéressant et justement, alors pour revenir vraiment à la racine de ce que tu es en train de dire là, c'est que jusqu'à un certain moment, moi je sais que même à l'université, ça c'était pareil, c'est quand tu reçois une mauvaise note,
la chose que tu as envie de faire, c'est juste de plus jamais voir ce qui s'est passé en fait. C'est limite de jeter l'examen. Alors que très rapidement, j'ai compris à quel point c'est la plus grosse des erreurs. Donc quand tu recevais cette note dégueulasse, que tu t'es trompé, tu t'es chié, tu n'as plus envie d'en entendre parler, elle t'a jugé, elle t'a fait du mal, voilà, tu vois l'état dans lequel tu es. J'ai l'impression, d'après ton feedback, en tout cas que tu donnes là, c'est que tu as quand même pris le temps de voir, tiens, voici où je me suis trompé. Et je sais que ça peut paraître complètement bête, mais je me suis trompé là et je dois améliorer certaines choses. Donc tu faisais ce travail, même si tu n'avais peut-être plus envie d'avoir cet examen devant toi, mais tu faisais quand même ce travail. Bah ouais, mais en fait, t'as mis ta vie dans ce truc, quoi. Tu peux pas, genre, juste accepter que on te dise non, c'est de la merde et de pas chercher à comprendre ce qui s'est passé parce que soit t'arrêtes toute la prépa et tu dis ok, vous me faites chier, je me casse. Ok. Mais si t'as envie de continuer, tu sais que tu vas revivre ce truc encore et encore, en fait. Ouais. Et donc, du coup, c'est un peu un côté genre, ok, bon, ça fait mal, j'aimerais bien que ce soit plus facile, Ouais. mais j'ai envie de regarder pour pas que le prochain, parce que j'ai déjà la date du prochain devoir, en fait. Ouais. Et je sais qu'il est dans 3 semaines, Ouais. et je sais que c'est des trucs que je suis déjà en train de galérer à comprendre. Donc, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé, en fait. Est-ce que tu as l'impression que, tu vois où je veux en venir, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne faisaient pas ce travail? Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes, mais en fait, il y a 2 éléments en fait dans ce travail. Mhm. Il y a l'attitude. Ouais. Ok, est-ce que une fois que tu t'es pris un truc comme ça, tu te poses et tu essayes de regarder ce que tu peux changer? Ouais. Donc ça, il y a beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de gens. En tout cas, il y en avait autour de moi qui avaient du mal en fait, ou en tout cas dans certains cas, dans certaines matières, c'était tellement émotionnel en fait que t'as juste pas envie de regarder. Ouais. Mais même si tu le fais en fait, après tu as une deuxième phase qui est ok, comment est-ce que tu regardes ce truc? Ouais. Et comment est-ce que tu comprends en fait l'attente du prof par rapport à voilà, là où tu as perdu des points. Et là en fait c'est aussi un exercice qui peut être délicat dans le sens où si tu es encore dans le putain mais non j'avais raison, ouais mais c'est abusé, tout ça, Émotionnel. en fait ça te permet, ça te prend plus de temps ou c'est plus dur de comprendre comment tu peux faire différemment la prochaine fois. Ouais. Donc, parfois ça aide d'aller voir le prof et qui t'explique de comprendre ou voire de contester et qui teste que tu vois où t'as tort. Mais cette démarche, si tu veux, d'arriver non seulement à accepter, si tu veux, que le jugement du prof, c'est pas un jugement contre toi, c'est pas la vérité absolue, mais c'est ce qui est attendu de toi dans ce que tu as choisi de faire. Si tu le poses comme ça, d'un coup, tu peux voir plus clairement, et après, c'est à quel point est-ce que tu arrives à identifier, et là, le prof peut t'aider ou pas, tu vois. Si le prof te barre en disant 0, bah, il t'aide pas beaucoup à savoir ce qui va pas. Et là, à la limite, ça vaut le coup d'aller le challenger ou d'aller en parler avec d'autres potes qui ont bien réussi pour voir comment ils ont, eux, écrit, comment ils ont eu les points. Toute cette démarche-là, chacun l'a fait avec plus ou moins de précision, plus ou moins on va dire, d'investissement, d'aller demander des copies d'autres gens qui ont réussi, d'aller reparler au prof pour comprendre comment toi, tu pourrais faire le truc différemment. Et donc, sur ces 2 plans-là, et je dirais c'est surtout sur ce deuxième où il y a peut-être plus de différence. Ouais, ok. Et est-ce que, parce qu'au final, là, ce qu'on est en train de se demander, c'est, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour passer d'un 5 à un 7,5. Donc, c'est ça la question au final. Donc, est-ce que tu as l'impression, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut affirmer de manière certaine que cet élément, c'est l'élément crucial? C'est vraiment d'identifier les erreurs et de voir par rapport à l'attente du prof à quel point on est à côté de la plaque ou pas. C'est une étape inévitable en fait, incontournable. Si tu fais pas ça, soit tu es hyper doué et tu as des bonnes notes en fait, tu n'as pas besoin de le faire, mais si c'est pas le cas, tu as besoin de voir là où tu ne réponds pas aux attentes, parce qu'en fait un concours c'est juste répondre à des attentes. C'est pas un jugement sur ton intelligence, sur ta compétence, c'est juste il y a des gens qui ont posé des attentes, est-ce que tu y réponds ou pas? Et ils prennent ceux qui y répondent le mieux. Donc ton jeu, ton métier, c'est d'apprendre à répondre aux attentes le mieux possible. Et pour ça, ton outil principal, si on te dit que tu réponds aux attentes, c'est cool, mais si tu ne sais pas comment tu as fait, soit tu as de la chance, soit tu es naturellement fait pour répondre aux attentes. Mais ça concerne... Il y en a, j'en ai vu, c'est assez impressionnant, mais ça concerne un petit nombre de gens. Et pour tous les autres, en fait, tu as besoin de voir
Ou est-ce que tu réponds pas aux attentes et comment tu peux changer ça? Et c'est à ce moment-là, quand là où tu perds des points, en gros, dans notre système, que tu peux le voir. Une fois que tu le vois, il y a plein de façons il y a plein de choses que tu peux changer en fait. Ta façon d'écouter en cours, ta façon de prendre des notes, ta façon de réviser, ta façon de faire des exercices. Enfin, tu as plein de façons derrière et chacun va trouver sa propre méthode. Ouais. Mais si tu n'as pas ce moment où tu comprends là où tu n'es pas dans les attentes, bah, tu n'as pas de moyen de savoir ce que tu dois faire. En fait. Et ça, je trouve ça assez magnifique de vraiment comprendre ça parce que, en fait, ça paraît évident. T'es d'accord avec moi que ça paraît complètement débile Non mais genre c'est fou quand même, hein. C'est logique, mais pourtant à quel point le réflexe primaire c'est quoi? C'est j'ai une mauvaise note, c'est limite de mettre ça de côté parce qu'il y a toute cette partie émotionnelle qui est encore là, qu'on n'ose pas, parce que cette note clairement nous dit t'es une merde, ok? Genre t'oses pas regarder ça parce que ça te fait remonter un peu tout ça. Et en fait j'ai l'impression que la manière très animale qu'on fonctionne c'est ok, on reçoit la note, on est dégoûté et on se dit je vais travailler encore plus. Ce qui engendre, je vais dormir moins, je vais faire ci. En fait, on va commencer. J'ai l'impression qu'on commence à faire des sacrifices qui n'ont aucun sens. En fait, on part complètement en couille parce qu'on est plus que dicté par de l'émotionnel quelque part et on perd tout le côté rationnel. Et c'est ce que je ressens aussi dans ce que tu dis, c'est que toi, c'est juste bon bah c'est difficile, il y a cet émotionnel qu'il faut mettre à côté. Mais au bout d'un moment, je veux dire, on fait des maths, donc on essaie aussi d'être rationnel dans la vie et de poser ça comme ça. Ces moments-là où tu as par exemple une mauvaise note, ça fait remonter la question de façon super forte de pourquoi tu es là en fait. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui fait que tu t'essayes de faire ça en fait? Si cette question elle est claire, en fait à ce moment-là, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que ça marchait, à ce moment-là tu te dis ok, j'ai choisi de jouer ce jeu et d'essayer d'avoir des bonnes notes. Bah, à ce moment-là, en fait, tout le côté je suis nul, je suis pas intelligent, etc., c'est plus la question du moment, en fait. Parce que, voilà, à partir du moment où tu as voulu jouer ce jeu de ok, j'essaye de faire cette prépa et d'avoir une école, tu es là pour jouer ce jeu, quoi. Et ça veut pas dire que le monde est pas plus large, qu'il y a pas, tu vois, tu joues pas ta vie là-dedans. Okay. Et quand tu as ce recul, à ce moment-là, tu peux plus facilement ne pas rentrer dans ce mode un peu avec des œillères, quoi. Tu t'emballes tout seul. Et justement, par rapport à le pourquoi tu es là, je pense que ça, c'est la question que tu dois beaucoup te poser, ou que tu t'es peut-être beaucoup posé, si tu as galéré. Est-ce que, parce que tu vois qu'on est dans le flow, on est là, ok, mes potes ils veulent faire ça, c'est vrai que ça a l'air cool, c'est vrai que c'est hyper bien classé, c'est vrai que ça ouvre toutes les portes, etc. etc. Mais quand vraiment t'es tout en bas, ou quand ça va pas, et que tu te poses cette question, en fait, combien de fois t'as eu besoin, est-ce que tu as l'impression que tu as eu besoin de faire un travail sur toi, psychologique, pour vraiment, pour te reprendre, en fait, pour te ressaisir et pour aller de l'avant? En fait, ouais, il y a des... J'irais pas jusqu'à dire genre un travail psychologique en profondeur de c'est quoi ma vocation, etc. J'étais dans un mode où, si tu veux, le contexte quand même de la prépa, c'est que tout va tellement vite, que t'as pas trop le temps de te poser de questions, en fait. Donc, je parlais de cette question qui remonte, mais en même temps, t'as pas trop le temps de prendre ne serait-ce qu'un week-end pour y réfléchir, tu vois. En gros, tu vas te poser des questions un peu... Enfin, en tout cas, pour moi, si tu poses des questions, t'as surtout le temps pendant les vacances d'été. Pendant les autres vacances, tu te reposes un peu et tu bosses, mais il faut quand même... Enfin, en tout cas, moi, je sentais quand même obligé de continuer à bosser, et même pendant les vacances. Et il y a un côté après aussi un petit peu, comment dire, autoréalisateur, où en fait, maintenant que t'as déjà tellement investi d'énergie, d'émotion, de temps, d'intelligence à passer tes 2 premiers mois de prépa que t'as envie d'aller jusqu'au bout, tu vois. Tu te dis, bah, je me poserai la question après, s'il faut, il faut, mais là, au moins de temps que je vois une issue, j'avance. Donc, moi, j'ai pas mal fonctionné sur ce mode-là. Après... Donc, quand tu avais des doutes, est-ce qu'il y avait des trucs qui te faisaient du bien, disons? Quand tu avais des doutes, est-ce que ça t'arrivait d'avoir des doutes quand même? Ouais, alors, après, moi, ça s'est passé dans un mode où j'étais un peu en mode, si tu veux, toute ma scolarité. Les débuts d'année, j'ai été
voilà, un peu dans le milieu de la classe, etc. Et puis Ouais. petit à petit, je comprenais comment ça marchait. Et c'était en fin d'année que j'avais plutôt des meilleures notes et que j'étais un peu plus remarqué, on va dire. Ok. Donc j'étais, entre guillemets, habitué à ce fonctionnement-là pour moi. Donc si tu veux, pendant toute une partie de l'année, je m'inquiétais pas trop. Ouais. Et puis à partir de, en gros, janvier, février, je me disais, tiens, est-ce que là, ça commence à porter ses fruits? Ouais. Donc je l'ai un peu vécu en mode, au début, c'était pas évident, mais je m'en sortais pas trop mal. Et puis je voyais que ça commençait à monter dans certaines matières. Au milieu de l'année, je disais, OK, ça devrait le faire. Et puis à la fin de l'année, ça se passait bien. Ouais. Après avoir passé une bonne première année, je disais, OK, je suis quand même plutôt bien parti pour la seconde Ouais. année. Donc je fais pas partie des gens qui ont super mal vécu la prépa ou qui ont eu des moments hyper durs. Ok, ok. Après, tu as des moments où, soit sur une note, ou moi je me souviens, un moment qui a été particulièrement dur, Mhm. c'est d'un coup, en fait, je m'endormais, donc genre je m'endormais le soir, j'étais en train d'essayer, même si j'avais plus mon papier, j'essayais de résoudre dans ma tête des exercices que j'arrivais pas à résoudre, tu vois, des trucs de maths, et je me réveillais le lendemain matin avec exactement la même pensée, tu vois, Ouais. genre la suite du truc, quoi, comme si c'était rien passé en fait pendant la nuit. Ouais. Et je sais pas, au bout de quelques, je sais pas, jours ou semaines comme ça, j'avais l'impression que mon sommeil servait plus à rien. Et là, j'ai commencé un peu à me dire, OK, faut que je fasse un truc parce que j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à apprendre, mais la classe, elle avance toujours aussi vite. Ouais. Euh, là, il faut un truc magique, quoi. Ouais. Et du coup, bon là, du coup, mes parents ont commencé à voir que je tirais une tronche de plus en plus. Tu vois, un peu enfin, fatigué. Et moi, je devenais fou, en fait, parce que Ouais. quand ce qui marchait avant se met à plus marcher, Ouais. là, j'étais un peu parti, si tu veux, je rentrais en vélo du lycée, mais je faisais mes exercices de maths sur mon vélo. Après, à table, j'écoutais pas trop ce que les gens disaient, j'essayais de résoudre mes trucs de maths. C'était devenu genre complètement obsessionnel. Ouais. Je devenais fou, quoi. Ouais. Et, ça, quand ça a attaqué le sommeil, je me suis dit, OK, là, ça déconne. Et bon, du coup, j'étais allé voir un peu un médecin et finalement, c'est un acupuncteur qui m'avait aidé Ok. à redormir. Ok. Et d'un coup, je suis reparti dans le truc. Mais ce moment-là, je me suis dit, putain, là, j'ai vraiment failli perdre les pédales, en fait, Ah ouais. sur ce coup. Mais c'est un peu Et comme, ça, tu sais, c'était des cool. sportifs de haut niveau qui s'entraînent pour une saison. C'était combien de temps ça à peu près? C'était en jours, en semaines plutôt? Ouais, ça a dû se jouer sur 3 semaines en tout, Ouais. le temps que ça Ouais. se passe, que je m'en rende compte et que je trouve une solution, quoi. Enfin, ou Mais qu'on déjà, m'aide à trouver une solution. Je trouve ça très intéressant déjà la manière dont on parle parce qu'il y a, allez, il y a 2 minutes, je t'ai demandé alors la prépa, ça allait, et toi t'as dit ouais, mais moi je l'ai pas mal vécu. Mais pourtant là, ce que tu as décrit, je sais pas si tu te rends compte que pour une grosse partie des gens, ça serait genre c'était la catastrophe. J'arrivais même plus à dormir, tu vois. Et aussi, mais en fait, ça c'est quelque chose j'ai l'impression qu'on remarque assez rapidement chez des personnes qui ont tendance à réussir des choses, c'est à quel point en fait, ils reframe. J'ai pas le mot en français, mais c'est à chaque fois ils vont le voir sous un autre contexte, et au final, les mauvaises journées deviennent des belles journées parce qu'il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Donc c'est vraiment peut-être la perspective que tu prenais, ou tu le voyais, ou peut-être que plutôt tu cherchais les bonnes choses. Ça se faisait peut-être automatiquement, ça c'est aussi possible. Mais j'ai l'impression que si une personne elle arrive à faire ça dans une journée de merde, au final, de ne pas se souvenir de la journée de merde, mais de se souvenir des bons moments, bah, au final, si on met ça bout à bout, bah, à la fin, ça fait une grosse différence, j'ai l'impression quand même. Ouais, en tout cas, moi, la façon dont je l'ai vécu et je le raconte, c'était un peu une aventure, en fait. ouais. Et si tu veux vivre une aventure, bah, il faut qu'il y arrive des trucs qui n'étaient pas prévus, qui te mettent en difficulté, etc. Bah, sinon, il n'y a pas d'aventure, en fait. Mais est-ce que tu dis ça parce que l'aventure, elle a bien terminé? Bah, aujourd'hui, oui. En fait, si tu veux, si je m'étais pris le mur de genre, j'arrive plus à dormir, et en fait, j'arrive pas à régler ce problème, Ouais. et je suis obligé d'abandonner ma prépa, et je pars sur autre chose, Ouais. j'aurais peut-être mis ça dans le cadre d'une plus grande aventure encore. Ouais, voilà, ok. Mais je t'aurais dit, waouh, ce truc de la prépa, en fait, je me suis pris un mur qui m'a fait super mal, Ouais. tu vois. Là, en fait, je me suis pris un mur dans la prépa, ce mur du sommeil. Ouais. Mais en fait, en quelques semaines, on m'a aidé à trouver une solution et j'ai pu rebondir derrière. Et tu vois, la puissance, quand tu dis, waouh, j'ai pu surmonter ça et maintenant je suis au taquet et Ouais. maintenant, genre, ce truc de sommeil, ça pourra plus
je pourrais plus me faire avoir comme avant. Ouais. Et je vois que j'ai des nouvelles ressources. Enfin, du coup, ça me booste. Donc, si tu veux, si je mets en perspective non seulement le moment de difficulté, mais sa résolution et ce que ça m'a apporté après, je me dis, bah, c'était une aventure, quoi. C'est cool. Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est... Donc en gros, là, si, allez, on va dire, tu avais loupé ta prépa, t'as pas eu d'école, bah, ton premier réflexe, c'est de se dire, ok, bon, bah, mon aventure, elle est encore en cours, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, enfin bon, là, je fais un peu un avance rapide sur des années après. Ouais. Aujourd'hui, je fais plein de choses, mais un des trucs que je fais, c'est que je suis prof de yoga. Si tu veux, tu n'as pas besoin de passer par Polytechnique pour faire prof de yoga. Tu vois, si ça se trouve, si j'avais planté ma prépa, en fait, je me serais mis à faire ça plus tôt, tu vois. Et t'imagines pas le nombre de gens qui Dans la perspective des années après, je me dis, j'avais l'impression de jouer ma vie sur le moment, c'était marrant, mais en fait, en vrai, je jouais pas ma vie. Ça pas la vraie. Ouais, le nombre de gens qui me disent, ah ouais, Polytechnique, pour terminer youtubeur, chômeur, c'est bien ça. Après, tu vois, ça c'est aussi, ça illustre un autre truc, c'est que tout ce système de prépa, de grandes écoles, tu vois, l'école polytechnique, c'était créé par, enfin, en tout cas, ça a été créé juste après la Révolution. Napoléon l'a vraiment, on a fait son école d'artillerie pour former ses ingénieurs de pointe dans l'armée, et c'était vraiment toutes ces écoles d'ingénieurs. Un effort pour reconstruire le pays après la Révolution française. Il nous fallait des ingénieurs pour construire des ponts, pour construire, voilà, pour avoir des militaires, etc. Et ce système-là, il est resté en place en fait depuis cette époque. Et du coup, il sert à préparer. Enfin, il y a plein de fondements de ce système qui servaient à préparer un monde qui est juste, mais des dizaines de fois révolu, tu vois. Et donc, il y a aussi un recul à prendre par rapport à tout ça, que j'ai énormément appris et je ne remets pas du tout en question mes choix et tout ce que ça m'a apporté de passer par ce chemin. Mais derrière, c'est important c'est pas parce qu'on a été préparé d'une certaine façon qu'on ne peut plus voir les signaux, les métiers d'aujourd'hui, les choses dont on a besoin aujourd'hui et se jeter là-dedans, en fait. Ouais. Et il y a un petit peu, si tu veux, un héritage du passé que c'est le plus prestigieux et c'est le mieux de faire ces écoles. Socialement, c'est peut-être vrai, mais en termes de pertinence par rapport à ce dont on a besoin, les réalités du travail aujourd'hui et ce qui rend les gens heureux, je pense que là, il y a vraiment des questions à se poser et plein de choses à remettre en question là-dessus, quoi. Ça, c'est magnifique ce que tu dis et ça, c'est tout un sujet en soi. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais parce que t'imagines que d'une certaine manière, ça me parle beaucoup. Mais parce que au final, c'est ça. C'est est-ce que tu as l'impression que voilà, je suis au lycée, que j'ai envie que je sois scientifique ou tout ce qui est commerce, peu importe en fait le domaine. Est-ce que je dois par défaut viser le plus haut et si j'y arrive pas, aller un peu en dessous, aller un petit peu en dessous. Genre, est-ce que c'est ça au final, avoir de l'ambition dans la vie. Voilà, c'est ce mot-là, ambition. Ce mot, dès que tu vises pas, on va dire maintenant Polytechnique, voilà, t'as pas d'ambition. Est-ce que tu as l'impression que ça a même un sens de dire ça? En fait, bref, je vais pas orienter la question. Est-ce que ça a du sens pour toi, ça? En gros, pour moi, ça c'est un jeu social. Et c'est est-ce que tu as envie de jouer ce jeu social? Ce qui a du sens pour moi, c'est ok, on n'a qu'une vie, on ne sait pas combien de temps il dure. S'il y a des choses qui sont importantes pour toi, est-ce que tu t'organises pour les vivre en fait? Et ça, c'est la question, je dirais, la plus importante. Et c'est là où tu as de l'ambition, en fait, c'est est-ce que tu vis vraiment ta vie, quoi. Et ou est-ce que tu attends quelque chose ou est-ce que tu ne te poses pas la question? Et là, c'est pas parce que tu fais le truc qui est le plus dur ou le mieux que tu vis plus ta vie en fait. Et c'est pas le classement que les autres ont établi qui te détermine ce qui est bien pour toi. Et donc c'est à toi de trouver à la fois ta propre liberté et ta propre intelligence pour trouver ton chemin. Maintenant, ce qui est clair, c'est que, moi aujourd'hui, en tout cas, la façon dont j'utilise, on va dire, le fait d'être passé par ce système. Il y a deux choses. C'est bon, intellectuellement, ça te nourrit et moi, j'ai une grande curiosité intellectuelle, donc
j'ai pu voilà, découvrir plein de disciplines et me former à plein voilà, de théories, des choses assez abstraites, etc. Ça, c'est intéressant comme, on va dire, entraînement de l'esprit, on va dire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise pas ces compétences concrètement d'ingénieur dans mon métier. Et l'autre chose, mais qui est hyper intéressante, mais qui n'est pas forcément pertinente pour tous, c'est que c'est un espèce de passeport social où tu es crédible. Les gens ils te font facilement confiance dans plein de domaines parce que tu as cette étiquette. Est-ce qu'ils ont raison? Ça, c'est discutable. Mais une fois que tu l'as, tu peux l'utiliser. Tu vois. Et si ce que tu as envie de faire, ça peut, et ce que tu as envie de vivre, ça peut énormément bénéficier du fait d'avoir une espèce de confiance que la société te donne, bah go, vas-y, c'est super pertinent. Et moi, en fait, je me suis pas posé les questions dans cet ordre. Et en gros, si tu veux, moi, mon drive, c'était quand j'ai des bonnes notes, mes parents me laissent tranquille et je fais ce que je veux. Donc, je veux juste faire ce que je veux. Donc, je vais continuer ce truc de bonnes notes. Et en fait, c'est en arrivant à l'école polytechnique où je me suis dit, merde, là, ça y est, tout le monde est content, si tu veux, entre guillemets. Enfin, on considère que j'ai réussi, ce qui en soi est absurde parce que j'ai rien fait. Mais j'ai obtenu une forme de validation sociale. Maintenant, en fait, c'est là où je pourrais faire ce que je veux. Et c'est là où j'ai commencé à me poser ces questions. Et je me suis aperçu que j'avais envie d'utiliser cette confiance que me donne ce diplôme pour voilà, aller faire ce qui était important pour moi. Mais t'as pas besoin que les gens projettent cette image sur toi pour plein de métiers et plein de vies incroyables que tu pourrais faire. Et donc, pour revenir sur ta question de départ, être ambitieux, allez, je te le reframe différemment. Être artiste peintre, pour moi, c'est vivre de ce métier, c'est beaucoup plus ambitieux que faire Polytechnique quelque part. Ah ouais. Je sais pas si c'est plus même statistiquement, une autre forme d'ambition. Moi, ça résonne 100% avec moi, ce discours. Mais je me dis, est-ce que, quelque part, on n'arrive pas à cette conclusion une fois qu'on a les diplômes? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es là, tu dis, mais les gars, en fait, genre, je comprends et tout, mais en même temps, c'est pas ça non plus, tu vois. Mais est-ce que, toi, quand tu es là, au lycée, il y a tellement, on se fait tellement juger, on juge tellement, on est dans une société tellement comparative, etc. Est-ce qu'on arrive à avoir, vraiment à prendre cette décision, non pas comme excuse de dire « Ah non, mais tu sais, ça, de toute façon, Polytechnique, et utiliser ça comme une excuse pour pas le faire, parce qu'on a peur, en fait, de se lancer, parce qu'il faut aussi avoir beaucoup de courage, de se dire voilà, je vise ça et j'y vais, je donne toute ma vie pendant 2 ans, voire 3 ans en prépa. Ça, je me dis, il faut quand même une certaine maturité d'esprit. C'est quand même pas évident, je trouve, quand on est plus jeune de… Bah, clairement, moi, si tu veux, si j'ai fait ce parcours, c'est que cette maturité, je l'avais pas à cette époque, en fait. Mais si maintenant tu devais te donner un conseil, vas-y. Ok, maintenant on revient, tu as le droit de te donner un conseil au lycée déjà. Ça serait quoi? Cours. Je sais pas, en fait, parce que si tu veux… moi, quand je vois, en fait, d'assumer ce que je fais aujourd'hui, où je suis indépendant, je conseille des entreprises, j'accompagne des entrepreneurs, des individus, je commence aussi dans de la musique, etc. Pour moi, trouver cette liberté-là, c'est pas que en arrivant à Polytechnique, je me suis dit, ça y est, super, je fais ce que je veux, je fais ça, en fait. Derrière, ça m'a pris tout un chemin qui a pris encore, en fait, quasiment 10 ans pour m'autoriser à aller explorer ce qui moi me parlait plus. Et en fait, pendant toutes ces années à la fois d'études et après derrière de vie professionnelle, j'ai construit des outils, j'ai appris des choses qui me permettent aujourd'hui de faire ça. Et j'ai aussi constitué des ressources et tout qui me permettent d'envisager ça aujourd'hui. Donc, si tu veux, quand je vois aujourd'hui, je me dis, pour faire ce que je fais là, j'avais pas besoin de ce diplôme. En même temps, pour arriver à mettre ça en place dans ma vie, en fait, j'ai eu besoin de passer par ça. Et je suis complètement d'accord avec toi que c'est quelque chose qui est beaucoup plus… Je sais pas si c'est plus facile à dire, mais qui est différent quand on le dit une fois qu'on est passé par ça, en fait. Et moi, quand j'étais au lycée, il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi tu vas faire une prépa? Enfin, pourquoi tu fais tout ça? Et en vrai, j'entendais même pas ces questions parce que je savais pas ce que je voulais faire, en fait. Parce que cette question, je m'étais pas trop posée.
moi, j'aimais bien résoudre des exos de maths, j'y arrivais bien et tout le monde avait l'air content que je fasse ça. Je me suis dit, tu sais quoi, Allez, c'est parti. on part là-dessus, ça a l'air bien. On verra après, quoi. Ouais. Et bon, j'ai eu de la chance d'avoir les capacités pour le faire, d'être arrivé au bon endroit pour que ça se passe bien pour moi et que derrière, je puisse trouver ma liberté. Mais si tu as la force, en fait, déjà au moment du lycée, Ouais. et ben, c'est génial parce que tu ne te poses pas les questions en fonction de ce que les autres pensent qu'il est le mieux de faire, Ouais. mais par rapport à ce que toi, tu veux faire. Ce que toi, tu veux faire. Toi, Après, il faut être réaliste sur comment tu peux y Tu arriver. as l'impression que ce que tu as ressenti, toi, par rapport à j'étais perdu, j'ai fait ça, j'ai tout donné, mais après, au fond de moi, je voyais que bon, je savais quand même pas trop, et je me suis enfin posé les vraies questions une fois que je suis arrivé à Polytechnique. Est-ce que tu as l'impression que tu avais d'autres camarades qui étaient comme toi? Est-ce que tu avais l'impression que est-ce que certains l'avouaient de manière ouverte, comme toi tu l'as fait? Est-ce que certains se le cachaient? Est-ce que certains n'osaient même pas regarder ce qu'il y avait derrière ça? Il y a un peu de ça ou... Je pense que là, j'ai tout vu, si tu veux. Ouais. Entre des potes qui remettaient en question la prépa et tout le système et toute la société chaque semaine, avec des gens, tu sens, qui sont préparés depuis leur naissance. Ouais. Mais il y en a, c'est même pas, si tu veux... T'en as, c'est en fait, je veux être président de la République à l'élection de 2000, je sais pas combien, tu vois. Okay. Donc, je pense que j'ai vu tous les extrêmes, si tu veux, dans je sais ce que je veux faire et je fonce tête baissée. Ouais. Dans je sais pas ce que je veux faire, mais je refuse de me poser la question. Ouais. Dans je sais pas ce que je veux faire, je le sais, mais c'est pas grave, je suis là, j'en profite. Et je sais pas ce que je veux faire et c'est horrible et pourquoi je suis là. Donc voilà, il y a un petit peu, j'ai un petit peu tout vu et c'est en fait, c'est ni un handicap ni un avantage, ça dépend de ce que tu en fais en fait. Ouais. Si tu as cette maturité de ce questionnement, ça peut être une vraie force, comme ça peut être un truc où à tout remettre en question jour après jour, en fait, tu n'as plus la force de réfléchir et de faire ce que tu as à faire dans le concret, quoi. Mais de manière générale, maintenant, si tu regardes peut-être ta promo, quand vous êtes sorti de l'école, de manière générale, il y a quoi? Il y a la grande majorité qui travaille maintenant dans les plus grandes entreprises de France, je pense, ou bien il y a quand même des personnes qui ont eu un peu des cheminements comme toi, où d'un coup ça part à explorer tout ce qui est peut-être yoga, méditation, ou faire un peu le mélange entre... Il y a eu un peu des cas comme toi, ou de manière générale, c'est vraiment dans les entreprises et c'est tout? Ouais, alors je dirais que ça arrive de plus en plus, des parcours qu'on appelle atypiques, que j'appellerais normaux, mais voilà, qui sont juste moins prévisibles, on va dire. Il y a une grosse partie, en effet, après l'école, qui vont partir dans des grandes entreprises, dans des jobs un peu prestigieux. Tu as une partie qui part dans la recherche. Et après, il y a un truc qui est vraiment en train de grandir, c'est tout ce qui est entrepreneuriat, et qui permet, si tu veux, d'allier les deux. D'allier quelque chose de plus original, plus de prise de risque, quelque chose de plus individuel, mais en même temps en restant en fait cette même logique, si tu veux, à la fois économique et sociale, où l'entrepreneur est une figure qui est vachement considérée aujourd'hui. Et quand tu as tous les codes, tous les accès au réseau, etc., entreprendre, tu as, on va dire, certaines portes qui s'ouvrent plus facilement quand tu as un gros diplôme, pour aller lever des fonds, pour aller trouver des associés, etc. Et puis en termes de compétences aussi, tu peux te former sur des trucs un peu de pointe. Donc il y a pas mal qui partent dans l'entrepreneuriat. Moi, ce que je vois, c'est que de génération en génération, il y a de plus en plus de parcours où un peu... imprévisible, je dirais, où les gens se lâchent. Mon prof de yoga, j'en ai croisé quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup qui font ça à plein temps, qui font ça réellement pour gagner un peu qui comptent sur ça, on va dire, pour vivre matériellement. Mais il y en a quelques-uns, mais il y a toute une histoire après derrière. En tout cas, je pense toutes ces écoles d'ingénieurs, mais Polytechnique aussi. Moi, j'avais un prof à l'école qui était un prof de sculpture et de peinture, qui était sculpteur et peintre après l'école Polytechnique. Donc, c'est pas c'est des trucs qui existent, qui sont un peu marginaux, mais qui petit à petit Pourtant, en termes de nombre, c'est pas la même. C'est dingue, hein, parce que maintenant, si on revient il y a beaucoup de temps, on voyait que les mathématiciens... En fait, moi, le truc qui m'a toujours le plus choqué, c'est à quel point philosophe, j'avais l'impression que c'était limite genre tous les mathématiciens, c'était des philosophes.
quelque part. Et à quel point, plus on avance, plus on isole toutes les matières, tout est disséqué, on coupe tout, et bientôt, on sera, je sais pas, on aura un diplôme du bras droit, mais pas du bras gauche. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je trouve que ça n'a plus de sens, en fait. Tout est découpé à... Je veux dire que déjà que la psychologie, qu'elle n'aille pas de pair avec tout ce qui est médicaments, je trouve ça déjà un petit peu contre-intuitif, moi, de mon côté. Mais ouais, on dissèque. Alors qu'à l'époque, on voit les plus gros génies, c'était des sculpteurs, des peinteurs, des peintres, des mathématiciens, ils faisaient tout, les types. Tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Ils faisaient tout, les types. Alors que là, on se retrouve avec bientôt, l'autre, il est spécialisé dans la fabrication de cuillères. Et c'est tout. Toi, il va... Non, mais... Ouais, t'imagines même pas le niveau de spécialisation que tu peux atteindre dans, par exemple, l'industrie aéronautique, où tu vas avoir quelqu'un qui va être spécialisé de la vibration acoustique des hublots. Parce qu'en fait, c'est par les hublots qui génèrent le plus le bruit en fait, à l'intérieur de l'habitacle, puisque ça fait vibrer l'air sur la carlingue de l'avion. Donc, tu as des gens qui vont vraiment se spécialiser dans des tout petits trucs, et il y a peut-être des choses encore plus pointues, je dirais. Bon, ça, c'est des discussions un peu plus larges, mais c'est sûr, hein. Il y a à la fois une époque où, si tu veux, l'édifice intellectuel était moins complexe et moins poussé, et du coup, c'était plus absorbable en une vie d'aller à la pointe dans plein de domaines. Ouais. Ah, okay. Donc, il y a cet aspect-là. Ouais. Il y a un autre truc plus fondamental, c'est que on a vachement développé, on va dire, toute cette démarche scientifique et technologique basée sur l'intellect, en fait. Notre capacité, et si tu regardes la démarche scientifique, c'est on va faire des expériences, on va poser des hypothèses, démontrer de façon logique, vérifiable par n'importe qui, que l'expérience est reproductible, et à ce moment-là, on considère que c'est prouvé. Donc c'est une démarche qui est vraiment très, très mentale, en fait, très par l'intellect. Et l'intellect, ce qu'il fait, il divise les choses, en fait. Il discrimine, c'est-à-dire qu'il sépare. Il dit ça c'est A, ça c'est B, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et donc, en fait, si tu utilises ton intellect à fond, bah, tu divises. Plus tu divises, plus tu es précis. Mais plus à la fin, tu as subdivisé le monde dans un nombre de pièces. Plus tu augmentes la complexité, en fait. C'est compliqué, quoi. Et ça, c'est des enjeux qu'on retrouve à tout niveau, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans les entreprises, etc. C'est que ça devient super dur de travailler ce qu'on appelle aux interfaces ou aux frontières. Enfin, ça devient nécessaire de travailler dans ces interfaces parce qu'on a besoin de gens qui sont spécialistes pour pouvoir faire la traduction entre un super spécialiste du boulon et un super spécialiste de l'écrou pour qu'ils arrivent à se mettre ensemble, si tu veux. Et du coup, on a créé une société où on a énormément investi dans cette direction et très peu investi dans cette capacité à faire le lien entre les choses. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ces dynamiques de hyper spécialisation qui deviennent très arides en fait mentalement, et tu prends toute une vie en fait pour aller maîtriser ça. Et je dis pas que, enfin, je pense qu'on est en train de vivre un revirement où on s'aperçoit qu'on a besoin d'un équilibre en fait. Ça a du sens de creuser des trucs de façon hyper pointue. Il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans et qui vont le faire, mais on a besoin aussi de personnalités qui arrivent à s'intéresser suffisamment de façon suffisamment pointue à différents domaines pour faire des liens, mais ces liens ils vont pas être nécessairement logiques, ils vont pas être nécessairement démontrables, mais le fait de pouvoir faire ça apporte énormément. Et là c'est ce que tu dis, si tu veux, entre de la médecine très chirurgicale, médicamentée, avec des approches plus psychologiques, plus des approches plus douces, ce que tu dis et qui sont pas logiques entre eux. Ce que tu dis là, peut-être qu'on pourra entre guillemets un petit peu terminer là-dessus parce que ça m'intéresse, c'est est-ce que tu as l'impression que les plus grandes écoles, notamment tu sors d'une de ces plus grandes écoles, est-ce qu'elles commencent à peut-être introduire des matières, introduire des sujets, ou bien peut-être des professeurs. Là par exemple tu as un professeur qui est comme sculpteur, je pense que forcément, il apporte quelque chose d'un peu différent dans ses cours. Est-ce qu'on arrive, je sais pas, est-ce qu'il y a des matières qui essayent un petit peu de nous renouer avec notre intuition que certains grands savants peut-être avaient à l'époque? Est-ce que tu as l'impression que on va un peu dans cette direction, ou est-ce que, non, au contraire, ces instituts qui sont là depuis la Seconde Guerre mondiale, ils continuent à fond dans leur truc
il n'y a pas vraiment une grosse évolution au niveau de l'enseignement? Alors là, je dirais, il y a un mélange de deux choses. En tout cas, en France, à la fois le système, on va dire, des grandes écoles et après moi, le Polytechnique où j'étais plus, il y a un aspect qui est une tradition un peu de ça. Ouais. Dans le sens où Polytechnique, dans le nom, c'est plusieurs techniques. Ouais. Et où il y a cette idée que on te demande pas de te spécialiser, que ce soit dès la prépa. En fait, bon, tu choisis, ok, maths, physique, sciences de l'ingénieur, mais à l'intérieur de ça, tu choisis pas sciences des matériaux dès l'année après ton bac, en fait. Ouais. Et même quand tu arrives dans l'école, tu as encore beaucoup de cours assez généralistes qui te permettent de toucher à plein de matières différentes. Ouais. Et il y a une forme de tradition, même aussi, donc moi, à l'école polytechnique, ils ont tous ce département qu'ils appellent Humanité et Sciences sociales, où tu vas trouver ce cours de sculpture notamment, mais de la philo, de l'histoire, etc. Donc il y a des restes en fait de cette éducation très humaniste, où on considère que c'est important de former les gens pas que à un seul domaine hyper pointu intellectuel. Ensuite, il y a un retour de ça, où on s'aperçoit notamment, les entreprises font ces retours, les entrepreneurs font ces retours, qu'il y a besoin de disciplines plus créatives, de disciplines plus autour de la communication, des langues, etc. Ouais. Donc il y a des choses qui reviennent. Mais je dirais que c'est beaucoup drivé par ce dont on a besoin dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, en fait. Plus qu'une vision on veut créer des penseurs polyvalents. Ouais. Enfin, c'est ma perception. Après, je pense qu'on peut débattre de ce truc. Franchement, je suis pas forcément hyper renseigné sur tout ça. Ouais, mais en fait, moi j'ai fait un master dans une école. Et bon, c'était au Brésil et au Portugal. Et en fait, le Brésil, bon, moi je suis brésilien, mais le Brésil en particulier, c'est pas loin des États-Unis, du coup, c'est quand même ultra. En fait, il y a certaines composantes du capitalisme qui sont extrêmement développées là-bas, et notamment une qui m'a choqué, mais au plus haut degré, parce que moi j'ai fait des maths, tu vois, et quand tu fais des maths, bah, tu es là, dans ton bunker, tu fais tes trucs, tu sais, tu es un peu perché, quoi. Tu regardes pas trop ce que le monde, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde, tout ça, tu sais pas trop. Par contre, quand je suis allé dans une école de finance, ben, j'ai remarqué, quand tu commences à voir que c'est des entreprises qui sponsorisent les salles, tu vois, tu avais la salle Bloomberg, la salle Reuters, la salle. Et bah, des noms que je connaissais même pas, hein, pour te dire à quel point j'étais complètement perché. Et c'est là que tu vois au final, comme tu dis, hein, c'est notre discussion, hein, mais c'est là que tu vois au final qu'on te forme au final tout simplement à devenir un employé. On te forme à leurs besoins. Moi, je l'ai 100% ressenti comme ça. C'est qu'il y a des cours où clairement, tu es en train d'appliquer ce que tu ferais chez eux si tu faisais un stage. Et quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a fait un choc tel, parce que quand j'étais à l'EPFL, tu sais, c'était que on faisait que des maths, on était vraiment dans quelque chose de complètement abstrait, dans notre bulle. Mais quand tu es confronté à la réalité, quand on commence à parler d'embauche, de ce que tu sais faire, est-ce que tu sais faire ci, ça, et que tu vois à quel point en fait les entreprises, elles sont dans l'école limite. Et ben ouais, en fait, ça m'a fait vraiment drôle. Ça m'a fait un drôle de choc au début, quoi. Si tu veux, ça pose la question de c'est quoi le but ou la proposition de l'école, en fait. Si tu veux, si tu fais ces études pour trouver un job, c'est génial en fait que les entreprises s'impliquent dans le programme de l'école, parce que derrière, tu vas être formé au plus près des besoins d'un job, et donc tu vas avoir plus de chances, si tu veux, de trouver un job. Exactement. Si le but de l'école, c'est de former des chercheurs, bah, c'est génial que tu sois un peu dans cette bulle de recherche, parce que c'est ça qui va te former le mieux à continuer dans cette recherche académique. Si en revanche, tu te dis, ok, c'est notre société qui investit dans des êtres humains pour avoir, je sais pas, soit des êtres épanouis ou des gens qui puissent prendre un rôle de leader et guider la société, que ce soit culturellement, politiquement, etc. Bah, ça fait un autre type d'école encore, en fait. Et je pense pas qu'il y ait une école qui soit... Enfin, tu vois, je pense que chacune a sa place. Enfin, il y a des gens qui... Il faut trouver des jobs et il faut des chercheurs, mais on a aussi besoin d'avoir un espace pour faire cultiver juste du potentiel humain pur. Donc, tu as une question, c'est comment on le séquence? À quel moment est-ce que tu choisis dans quelle école tu vas? Est-ce que tu as la maturité de faire ce choix? Est-ce que tu as conscience du choix que tu fais? Et qu'est-ce qui correspond à quoi? En gros, tu n'avais peut-être pas un profil qui se voyait bien employé d'une banque
tu vois, sous une exactement. pyramide de chefs à faire tes trucs, enfin, vu ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Je me dis, ok, il y a un écho dans ce qui t'a pas parlé dans cette école, quoi. Ben ouais, mais en fait, moi. Encore une fois, ce côté, on n'est pas conscient. Et je trouve que dans l'éducation, moi, j'ai beaucoup ressenti ça. C'est à quel point, en fait, à plein de moments, on pense faire des décisions, mais on n'est pas conscient où on met les pieds. Et moi, en fait, j'ai toujours eu un peu cet idéal de l'école que l'école est là pour, je sais pas, pour le bien quelque part de la société. Et elle est là pour te donner aussi une liberté et une puissance, une force d'attaque pour défoncer un problème ou pour résoudre un besoin du monde. Mais je me suis toujours dit que le choix m'appartenait à moi. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment commencé à remarquer qu'en fait, non, pas du tout. Là, tu es juste en train de... En fait, on te balade d'une certaine manière et on t'a pas avisé à la base ce qui se passait. et là, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce bordel là? Et il y a un truc qui me frappait beaucoup quand j'étais à l'EPFL. Je me disais, mais là, les gars, vous vous rendez compte, on nous fait quand même passer par de rudes épreuves. Là, on prend tarif. En fait, on est en train de on nous entraîne vraiment. Mais à la fin, on ne nous donne pas ce choix. Alors, oui, bien sûr qu'il est là, le choix. Mais je veux dire, il est là sans vraiment être là. Je veux dire, tu vois la force qu'il faut pour sortir, pour être atypique, pour être normal au final. Tu vois l'effort qu'il faut pour juste oser tourner la tête et regarder ce qui se passe à droite, quoi. Et je me dis, en fait, il y a tellement d'efforts dans cet entraînement. Et au final, en fait, non, on se voile la face parce qu'on est juste en train de s'entraîner pour devenir X ici, quoi. Donc, devenir un employé ici. J'ai rien contre les employés, rien du tout, mais je me dis juste, genre, je trouve ça assez même contradictoire dans le truc. Parce que c'est comme, il y a une espèce de citation qui est intéressante, c'est, ah oui, voilà, t'emploies pas une personne intelligente pour lui dire quoi faire. Tu vois, je veux dire, je vais pas embaucher un gars, je vais dire maintenant toi, je t'embauche parce que tu es brillant. Ok. Mais après, quand tu bosses chez moi, je te dis quoi faire. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens quand même. Mais je pense que peut-être qu'on pourra avoir une deuxième discussion, parce que sinon on va partir encore des heures, sur un petit peu cette école je vais pas dire du futur, parce que ça fait très, voilà, l'école du futur. Non, rien du tout. De maintenant. Dans quelle mesure faut mixer tout ça? Et surtout, présenter aussi d'une manière, je dirais, honnête aux personnes. Dire que voilà, si tu as envie de te spécialiser dans quelque chose où il y a de l'employabilité, tu vas devenir peut-être un chercheur pointu, un spécialiste. Va là-dedans, choisis ça. Si tu cherches plutôt à avoir une certaine liberté, va là-dedans. Je trouve ça plus honnête aussi mais c'est compliqué, encore une fois, c'est peut-être compliqué de le mettre en place. Je pense en tout cas, si on parle de l'école de maintenant, Ouais. en fait, le fait d'avoir cette discussion et de la partager, c'est un élément important et peut-être le premier, c'est-à-dire que déjà, nos propres expériences et nos prises de conscience bénéficient aux autres et soient partagées, c'est une première étape. Deuxième chose, c'est moi, ça me tient vachement à cœur à travers mon parcours et des gens que j'accompagne, de créer des exemples de vie qui posent ces questions en fait et qui ouvrent, tu vois, et que du coup, quand quelqu'un est face à ses choix de quelle école je veux faire, quelle étude je veux faire, et ben qu'on ait en tête pas que tiens, si je fais ça, je vais finir dans la banque, si je fais ça, je vais finir dans l'aéronautique, mais plus de dire tiens, je connais un mec qui a fait ça et après il a fait ça, après il a fait ça, et je connais une fille qui a fait ça et puis ensuite elle a complètement changé, elle est devenue ça. Déjà, en fait, si ces exemples sont créés, ça va aider les gens à avoir cette ouverture d'esprit. Et après, c'est un enjeu, en fait, c'est toute notre société, donc on est en train de parler de la transformation. Et je pense que déjà, en fait, de partager cette démarche, cette possibilité, ce questionnement, si tu veux, ça allume le feu. Après, non, c'est vrai. les trucs vont se mettre à brûler dans le bon ordre. Mais ça me fait passer au début de la discussion qu'on a eue, c'est à quel point, là on est dans une société qui est bombardée d'informations, mais souvent futiles, on n'arrive pas à faire le choix, mais on remarque quand même la puissance de l'information. Ne serait-ce qu'un gars qui est avisé, il se prépare à rentrer en polytechnique, pas en terminale, mais en seconde. Et à quel point, quand on a la bonne information, c'est crucial en fait de l'avoir. Voire même, je dirais,
si tu choisis ton lycée, Ouais. si tu as cette idée de rentrer dans ces grandes écoles, Ouais. de regarder dans quel lycée tu vas, ouais, c'est plus avisé. Ouais. Ça veut pas dire que ça détermine tout, mais Mais ouais, tu te mets du bon côté, quoi, bien stat. c'est stratégique de faire ça comme ça, quoi. Ouais. Ok, trop bien. En tout cas, Thibaut, ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Je sais que je pourrais en parler encore des heures et des heures. Ça m'a fait plaisir. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois sur tout ça. Et aussi un petit peu ce que tu fais actuellement. J'ai vu là que tu donnes des conseils à des entreprises. Je pense que tu dois utiliser un peu ton bagage à la fois scientifique et aussi ton ouverture avec le yoga, de ce que ça a pu t'apporter d'une certaine manière. Et ouais, bah écoute, si maintenant il y a certaines personnes qui sont aussi intéressées pour faire des cours de yoga avec toi, si tu veux, je peux mettre ton adresse quelque part en bas, comme tu veux, on verra ça après. Et ouais, bah merci beaucoup encore. Bah de rien, pour le yoga, faudra attendre. Là, c'est vraiment pas la période. Tout est annulé, reporté. Mais bah écoute, ravi de voir un petit peu comment ça parle à tout le monde, ce qu'on s'est raconté. Et puis, si ça intéresse des gens, on remettra ça sur les sujets qui sont pertinents. Ok, nickel. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, et bah, à une prochaine.